20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite, les titres de votre édition. L'opposition peine à accorder ses violents. Toujours pas de consensus autour de la présentation d'une liste commune. Et pendant ce temps, le compte à rebours se poursuit. Les concernés au moins de 24 heures pour le dépôt de la liste auprès de l'autorité. Possible libération de Karim Wade. Ndeye Cissé s'en réjouit. La responsable libérale demande l'amnistie pour son frère de parti. Elle veut que lumière soit faite sur les dépenses engagées dans le dossier Karim Wade. Les Sénégalais également s'expriment sur ce sujet. Ils regrettent que la montagne ait accouché d'une souris. Vous les entendrez dans ce journal. À Saint-Louis, le pêcheur blessé par balle par les gardes-côtes mauritaniens craint pour sa survie. Ses camarades, eux, sont montés au créneau pour demander à l'État de s'impliquer et mettre fin aux attaques dont ils sont victimes par les gardes-côtes mauritaniens. Les détails au cours de cette édition. Et puis, ça y est, les candidats au bac technique ont planché sur les épreuves. Les examens ont démarré à temps. Au centre Maurice Delafosse, plus de 300 candidats ont composé. Les enseignants sur place disent avoir assuré le programme. L'invité du 20h est Serine Baïcham, ministre de l'Éducation nationale. Il est interrogé par Mamadou Ibrakan, une interview que vous pourrez suivre juste après la fin de cette édition. Tout de suite, le développement des titres. Rebonsoir à tous. Toujours pas de consensus au sein de l'opposition pour former une liste unique jusqu'à ce matin. En tout cas, les deux pôles de l'opposition que sont Gortia Wardia et l'entente des forces de l'opposition n'étaient toujours pas tombés d'accord. Toutefois, l'espoir est permis puisqu'une rencontre aura lieu ce soir pour justement trouver un terrain d'entente avant la fin du délai que leur a accordé le ministre de l'Intérieur Fatih Dieng et Mohamed Dieng pour les détails. La rencontre d'harmonisation pour former une liste des plénipotentiaires de l'opposition de ce mercredi a été un véritable fiasco. Les deux pôles de l'opposition, composés de l'entente des forces de l'opposition et la coalition Gortia Wardia, ne sont pas tombés d'accord. Il est clair qu'hier, le ministre de l'Intérieur avait constaté deux listes déposées de l'opposition et nous avait demandé d'aller nous rencontrer, même s'il est prêt à augmenter le nombre par pôle à 15, d'aller se concerter pour avoir une seule liste de l'opposition. Ce que nous avons fait ce matin. À l'issue des discussions, des propositions ont été faites de part et d'autre, allant dans le sens de cet esprit que j'ai décliné tout de suite. Et nous avons noté de la part des plénipotentiaires de l'EFOP un esprit assez positif. Ils ont pris bonne note et nous ont demandé de leur laisser le temps, comme nous également, pour aller rendre compte. Tout ce qui n'est pas avec le pouvoir, c'est l'opposition. Mais on ne peut pas uniformiser. Chacun a sa vision, chacun a ses sensibilités. Pour Déthié Fall de la coalition Gortia Wardia, même s'il existe des listes, cela ne doit pas être une entrave pour aller rencontrer ce jeudi le ministre de l'Intérieur. Parce qu'en vérité, et je le rappelle, nous n'allons jamais accepter de se mettre là entre deux pôles de l'opposition à se chamailler sur des questions que nous voulons traiter avec l'État parce que justement, c'est eux qui ont en charge le destin des concitoyens. Ce que nous souhaitons quand même, c'est de pouvoir participer à ces négociations à rang serré, qu'on ait une opposition autour de la table. Si on peut s'accorder, c'est bon. Si on ne peut pas s'accorder, on ira demain lors de cette rencontre. Après tout, pour les deux camps, c'est l'intérêt supérieur des Sénégalais qui compte. Le ministre de l'Intérieur, récusé par certains partis de l'opposition pour l'organisation des prochaines élections, devrait céder sa place à une autorité plus neutre. C'est l'avis du président de l'ONG 3D. Il pense qu'avec le contexte d'insécurité que traversent actuellement les États africains, Abdoulaye Daouda Diallo devrait se focaliser sur les aspects sécuritaires et laisser une autre autorité s'occuper exclusivement des élections et du processus électoral. Je vous propose de l'écouter. Il faisait face à la presse. Il est au micro de Seynou Thiam et Beradjani. Je crois qu'aujourd'hui, les enjeux sécuritaires sont tels que, d'ailleurs, on doit amener le ministère de l'Intérieur à se focaliser sur ces questions. Il y a une psychose liée au terrorisme, donc par rapport à la sécurité des Sénégalais. Donc, ne serait-ce que ça,
je crois que voudrait qu'on laisse le ministère de l'Intérieur s'occuper des questions sécuritaires et de l'administration territoriale et accéder à la demande de l'opposition pour avoir un ministère chargé des élections neutres. Ça veut dire qu'on peut maintenir le ministre de l'Intérieur à son poste, mais gardant ses attributions liées à la gestion de l'administration territoriale et la sécurité publique. Et détacher l'organisation des élections pour en faire un ministère à part, dirigé par une personnalité neutre. L'annonce d'une possible libération de Karim Wade suite à la rencontre du chef de l'État et du khalife général des Mourides réjouit Ndeye Gueye Cissé. La responsable libérale se félicite de la place importante qu'occupent les guides religieux dans notre société. Elle demande l'amnistie pour son camarade de parti et veut que toute la lumière soit faite sur les dépenses englouties par ce dossier. Fatima Ba et Jafar Abba l'ont rencontré. Reportage. Il y a des personnes plus puissantes que le chef de l'État, telle est la conviction de Ndeye Gueye Cissé, une assertion qui selon elle se justifie par la libération de Karim Wade annoncée après la visite du chef de l'État au khalife général des Mourides. Que notre frère, le président Macky Sall, se rappelle enfin que ce pays est dirigé par deux pouvoirs, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Tous les khalifes généraux ont demandé à Macky Sall de laisser son frère Karim Wade, avec qui il a beaucoup partagé. Et enfin, je crois qu'il entend raison. La libérale est catégorique, son candidat ne doit bénéficier que d'une amnistie. Karim Wade n'est pas demandeur, le Parti démocratique sénégalais n'est pas demandeur. Ce que nous voulons, nous, c'est que la décision du groupe de travail de l'ONU soit appliquée. Il est en détention arbitraire. Deuxièmement, il faut qu'il sorte amnistié et lavé de tous les affronts et tous les mensonges qui sont autour de cette déception. Après la libération de Karim Wade, le gouvernement du Sénégal devra également édifier les Sénégalais sur les dépenses dans le dossier de Wade fils, soutient-elle. Et donc à nous faire les comptes. Quand il sera libre, sortez lavé de tout soupçon, de tous les mensonges. Je crois que les Sénégalais devront aussi se demander pourquoi tout ça et combien ça nous a coûté. Les commissions rogatoires, des gens qui ont sorti des comptes de Singapour, qu'on ne voit pas encore 47 milliards. Le chef de l'État l'avait annoncé sur la RFI. La libération de Karim Wade a également occupé une place de choix dans son entretien avec Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Sa décision de libérer Wade fils se précise de plus en plus. La libération de Wade fils donc à l'ordre du jour. Les Sénégalais sont partagés depuis l'annonce de la possible relaxe du fils de l'ancien président. Certains affirment que le fait de l'avoir emprisonné est un signal fort envoyé à tous ceux qui voudront désormais présider aux destinées des Sénégalais. Mais pour d'autres, les sommes importantes investies pour mettre en place la CREI ou pour assurer les besoins du procès ont été engloutis, tout cela pour que cela aboutisse justement à une libération prématurée du mis en cause Maïmouna Ndiaye et Jafar Abba. Moustapha et Moussa Diop sont en pleine discussion. La procédure du procès Karim Wade, ils sont à l'aise d'y répondre. Leur position, pure gâchis. C'est la population qui a perdu dans cette affaire. Ils ont pris nos impôts pour le procès. En retour, les autorités nous parlent de libération. C'est une erreur. J'aurais souhaité que le gouvernement mène les choses jusqu'au bout, tirer les accusations au clair. Ce citoyen pense autrement. Selon lui, la traque des biens supposés mal acquis est une demande sociale. L'État donc s'est donné donc des lois appropriées pour faire la traque, donc chercher donc ces biens détournés. On se les donnait souverainement. Et une personne donc a été accusée selon la loi, poursuivie, jugée en conformité avec la loi que nous nous sommes donnée sur la traque des biens mal acquis. Et il a été donc convaincu donc de détournement et condamné. Mieux, ce Sénégalais tire ses enseignements. Le déroulement du procès rentre dans l'ordre normal des choses. L'État a reculé pour ne pas être défié. La leçon à tirer, il faut regrouper tous les éléments
avant d'accuser quelqu'un. Sur un seul point, ils sont unanimes, la poursuite de la traque des biens supposés mal acquis. Désormais, les maires veulent être élus au suffrage universel direct. Ils l'ont fait savoir lors d'un panel organisé par l'Association des maires du Sénégal. Les élus locaux ont aussi discuté des difficultés de financement des collectivités locales. Ils appellent à la réforme de la nomenclature budgétaire. Compte rendu d'Issa Préra. Et nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Direction Saint-Louis à présent. Le pêcheur atteint par balle par les gardes-côtes mauritaniens craint pour sa vie. Depuis l'incident survenu hier, ses camarades pêcheurs sont montés au créneau et demandent l'implication de l'État sénégalais pour mettre fin à ces actes qu'ils qualifient d'inhumains. Ousseynou Diop et Habib Seck sont justement allés à la rencontre du pêcheur et des populations de Gendar. Reportage. Voici le pêcheur touché par balle par les gardes-côtes mauritaniens. Son nom, Lamine Babakar Sissé, âgé de 29 ans. Depuis l'incident, il est dans les urgences de l'hôpital régional de Saint-Louis. L'homme craint pour sa vie. Un drame de trop pour les pêcheurs de la langue de Barbarie. Ils ont détruit la pirogue et atteint un jeune pêcheur. Il est dans un état critique, la balle est toujours dans son corps. J'ai failli réagir face aux Mauritaniens qui sont dans la ville de Saint-Louis. C'est une situation inacceptable. Il y a quelques mois, une autre pirogue de l'hydrobase a été atteinte par balle et le matériel détruit. Aujourd'hui encore, le même scénario se répète au grand désarroi des pêcheurs de Saint-Louis. Les autorités doivent prendre les mesures idoines pour régler ce problème définitivement. On ne peut pas comprendre que nos compatriotes subissent à chaque fois ce traitement inhumain de la part des gardes-côtes mauritaniens. Nous ne voulons plus que ça se répète. En moins de 24 heures, 2 pirogues de la langue de Barbarie ont été suivies par les gardes-côtes mauritaniens. 2 pêcheurs ont été blessés, l'un est dans un état critique. Et je vous l'annonçais tantôt, désormais, les maires veulent être élus au suffrage universel direct. Ils l'ont fait savoir lors d'un panel organisé par l'Association des maires du Sénégal, l'AMS. Les élus locaux ont aussi discuté des difficultés de financement des collectivités locales. Ils appellent à la réforme de la nomenclature budgétaire. Un compte-rendu signé d'Issa Préra. Tel qu'il se présente aujourd'hui, le mode d'élection des maires pose problème. Un avis unanimement partagé dans l'Association des maires du Sénégal. Réunis pour un panel, les élus locaux prônent la simplification de ce scrutin, un gage, disent-ils, de légitimité populaire. Et que par des jeux politiques, par des jeux politiciens, qu'on se retrouve avec un maire qui ne correspond pas à la volonté de la population. Donc c'est pour taire, pour mettre fin à ce type de manœuvre carrément politique qu'effectivement qu'aujourd'hui l'ensemble des maires du Sénégal actuels sont d'accord pour effectivement réformer le code électoral, réformer le mode d'élection du maire. Et aujourd'hui c'est la seule solution pour qu'enfin qu'on ait des maires qui sont véritablement représentatifs, des maires véritablement légitimes. Autre problématique débattue, la lancinante question du financement des collectivités locales. Les fonds de dotation et d'équipement restent insuffisants. La décentralisation financière doit alors être plus audacieuse, mais aussi mieux diversifiée. Pour l'AMS, des réformes s'imposent. Les collectivités locales, lorsqu'elles ont des ressources financières tout à fait dérisoires, notamment les communes rurales, les anciennes collectivités, les anciennes communautés rurales, mais elles ont des ressources tout à fait dérisoires. Parce que si l'État participe à peu près à un budget de peut-être que 30% à 40% du budget des collectivités locales, donc c'est tout à fait insuffisant. L'Association des maires du Sénégal, par ce panel, essaie de construire un argumentaire solide face à l'État central. Objectif, pousser le gouvernement à allouer davantage de ressources aux collectivités locales pour faire face aux défis engagés. Nous parlons de la crise scolaire à présent avec cette déclaration du porte-parole de la famille Tidiane qui vient de nous parvenir. Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine fustige l'attitude de ceux qui convoquent les enseignants
en plein règlement de conflit alors que les pourparlers sont en cours. Je vous propose de l'écouter tout de suite au micro de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. ñu bëgg ci ñaanal itam te danañ ci waxataan ak moom yenn position yi nga xam ni. Les convocations répétées envers les enseignants, je pense que ce n'est pas le moment opportun. Ça ne peut qu'attiser le feu. Je ne peux pas concevoir que des négociations soient entamées et que des gendarmes ou policiers intimident les enseignants. Ce n'est pas bien du tout. Nous n'avons pas fini les conciliabules, mais j'ai bon espoir qu'une solution va être trouvée. Nous allons demander au président de la République d'exhorter à ceux qui convoquent les enseignants d'arrêter l'intimidation. Et je pense que nous ne sommes pas arrivés à ce stade. À ce moment précis, nous devons tous œuvrer à trouver une issue heureuse à la crise scolaire. Bu ñuy defar ñoom tam nañ bokk ci defar bi waaye ñuy defar ñuy yàq kooku gënul waaw kooku gënul. Le top départ est donné pour le baccalauréat technique au centre Maurice Delafosse. Les épreuves ont démarré à temps. Plus de 300 candidats en série G composent dans ce centre. Malgré les perturbations au cours de l'année scolaire, eh bien, les enseignants disent avoir assuré le programme. Minata Mbaresso, Modou Diop pour le reportage. Lycée technique et de commerce Maurice Delafosse, des candidats en série G composent. L'économie générale, première épreuve de la journée. C'est un bac purement technique, sciences et techniques de gestion. Donc il y a l'économie, la comptabilité. La particularité de notre lycée, c'est que c'est un lycée qui fait uniquement le bac G. En fait, c'est technique parce qu'il y a d'autres matières comme la comptabilité, l'économie générale, l'informatique, correspondance commerciale, des matières que les autres ne font pas. Il y a aussi, ils font l'anglais comme ceux qui font le baccalauréat général, mais c'est un anglais un peu spécifique, c'est l'anglais commercial. Dans ce centre, ils sont plus de 300 candidats à se pencher sur les épreuves pour l'obtention de leur premier diplôme universitaire. Après le bac, le candidat peut aller travailler, comme par exemple aide comptable, assistant dans un cabinet. C'est un bac à la limite professionnel. Comparé au baccalauréat général, le baccalauréat technique requiert très souvent plus de temps, un fait dû à la pluralité des matières enseignées. La période est assez longue quand même. Ça peut passer, je crois que ça dure au moins une semaine. Il y a un peu trop de matières vis-à-vis des autres séries comme L, S, etc. Mais bon, vu le nombre de matières, c'est pas trop difficile en fait. C'est juste abordable. Si tu es un élève moyen, tu peux t'en sortir. Pour l'organisation de cet examen, des réformes sont en cours, des réformes qui vont porter sur les programmes enseignés, mais également sur l'appellation du baccalauréat technique. Le Sénégal prépare son dossier de validation pour le rapport ITI, comprenez par là l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le dit rapport porte sur l'exercice fiscal 2014. Il concerne 16 sociétés minières, 13 sociétés pétrolières et gazières. Le comité a lancé ce matin la phase de collecte de données et de production. Ismaël Madior Fall est le président du comité. Il est interrogé par Fatidien et Diafaraba. Cette année, le Sénégal, qui comme vous le savez est un pays candidat à l'ITIE, va postuler pour ce qu'on appelle la validation. Parce que les pays, quand ils adhèrent à l'ITIE, ils ont l'obligation de produire un rapport. Un premier rapport qui était notre rapport qui portait sur l'année 2013, qui était un rapport test. Maintenant, il y a un deuxième rapport qui est produit et c'est sur la base de ce deuxième rapport. L'ITIE vise quoi? L'ITIE vise à faire en sorte que dans tous les pays, les revenus qui sont tirés du secteur extractif, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les ressources qui sont produites de l'exploitation des mines, du pétrole et du gaz soient déclarées, soient divulguées de façon transparente. C'est-à-dire qu'on sache quel est le montant de ces revenus et surtout qu'on sache quelle est la part de ces revenus tirés du secteur extractif dans l'économie et où vont les ressources qui sont tirées du secteur extractif. Nous parlons à présent de cette grande rencontre entre producteurs sénégalais et acteurs chinois. Ce sera en septembre prochain au pays de Mao. L'UNACOIS prévoit de faire participer les acteurs de la filière arachidière, l'objectif étant de leur faire signer des contrats avec leurs partenaires chinois. L'annonce a été faite au cours d'une réunion d'évaluation de la campagne arachidière, une rencontre au cours de laquelle l'Union a justement tiré un bilan satisfaisant de la commercialisation de l'arachide
d'arachide et je vous propose d'écouter tour à tour El Haj Ibrahim Agnès, président du cadre de concertation des producteurs d'arachide, et Serine Mboup, président de l'UNSIAS, au micro de Chertidiane Dione. Première névralgique comme l'arachide doit être organisée. Comment on doit l'organiser? Il faut le préparer à temps. Si on le prépare à temps, nous constatons toujours des perturbations. C'est ça qu'il faut éviter pour la campagne à venir. On ne peut pas l'éviter sans pour autant d'être organisé autour d'un cadre qui permet de bien négocier, de bien contrôler notre matière première et surtout d'accueillir les intervenants. Puisque dans chaque pays, quand même, on devait arriver à un degré d'organisation que personne ne pourra rentrer dans notre pays pour shipper notre matière première. Et de préparer une bonne objectif pour qu'on puisse accomplir notre mission pour mieux exporter l'arachide au Sénégal et vendre aussi l'arachide au niveau des huiliers au Sénégal. Pour les prochaines campagnes, disons. Oui, pour les prochaines campagnes, oui. Parce qu'on ne peut pas chaque fois attendre qu'à la campagne. Diender, c'est dans le département de Thiès. Une unité industrielle de soluté, de perfusion, y verra bientôt le jour. Le ministre de la Santé a procédé à la pose de la première pierre. Cette usine va produire 12 millions de flacons de perfusion, projet financé à hauteur de 6 milliards 500 millions. Selon le ministre de la Santé, avec un tel investissement, eh bien, le Sénégal n'aura plus besoin d'importer des perfuseurs. Une correspondance signée Charanta Diop et Saïla Tia. Une unité de construction industrielle de soluté de perfusion verra bientôt le jour sur ce site. Les engins et Caterpillar s'activent, des ouvriers en action. Les travaux ont déjà démarré. Le ministre de la Santé a procédé à la pose de la première pierre. Selon le ministre, cette unité va permettre d'améliorer durablement la qualité de notre système de santé. L'édification de ce laboratoire pharmaceutique à Diender va contribuer à la démocratisation de notre système de santé. Ce projet innovant, l'un des plus importants investissements privés dans le secteur de la santé. Cela nous permettra d'avoir plus de 12 millions de flacons de liquide de perfusion. Il faut dire que cela également nous aidera à éviter les ruptures de stock, puisque nous aurons sur place une usine qui nous permettra à tout moment d'être ravitaillés et de ravitailler nos structures de santé. Cette unité industrielle va être réalisée grâce à la contribution technique et financière du Fonds 6, un projet financé à hauteur de 6 milliards 500 millions. Le conseil d'administration de Fonds 6 n'a pas hésité à approuver un investissement de plus de 800 millions dans le capital de la société et d'assurer également l'accompagnement pour la concrétisation du financement du projet. Et ceci a été possible au Fonds 6 grâce à des hommes et des femmes également qui ont travaillé sans relâche, avec professionnalisme, avec rigueur et détermination pour faire aboutir le projet malgré les obstacles importants. La commune de Diender sera désormais une grande destination pour l'investissement productif. Cette usine va fournir les premiers flacons de soluté de perfusion dans 1 an et demi. Et puis, une fois n'est pas coutume, nous vous racontons une histoire plutôt dans ce journal, celle d'Alcine, jardinier de son état. Il a passé une journée cauchemardesque, une journée caractérisée par la destruction de ses plantes et l'ensevelissement plutôt d'un kiosque qui servait de magasin endommagé. Un préjudice estimé à plus de 10 millions. C'est tout un rêve brisé pour un père de famille. Son jardin était aménagé sur la route des Almadies. Adia Tala et Ali Mbaye sont allés le voir. Ils nous racontent cette histoire. Alcine est jardinier, établi depuis une quinzaine d'années sur la route des Almadies, a vu toutes ses économies réduites à néant. C'est l'œuvre d'un bulldozer sur instruction de la mairie de Ouakam. Je peux évaluer ce qui a été détruit, même si tout a été mis sens dessus dessous. Le Caterpillar a dévasté ce qui était là sans auparavant qu'on puisse nous donner le temps de ranger certaines choses. Des cactus et d'autres variétés de plantes, tout enseveli sous le regard impuissant du jardinier.
Les pertes vont au-delà de 10 millions. Ce pot-là, par exemple, je peux le vendre à 50 000. D'autres plantes m'ont été confiées par un blanc. Maintenant, que vais-je faire? Là, j'ai l'impression que ma vie est ruinée. Il reconnaît cependant avoir reçu une sommation, mais d'un délai très court. J'avais reçu une sommation pour déguerpir dans 3 jours, ce qui était impossible parce que je n'arrivais pas à trouver un autre lieu. Ce matin, je reçois un appel, le gars me dit qu'il est en route. C'est vraiment regrettable. Parce que vous n'êtes pas peut-être am na fuñ ko tek parce que nit ki soy ko yak lu melni xana nga tagu ko. Après la démolition du jardin d'Alcine, ses voisins s'inquiètent eux aussi pour leur aménagement. Ils craignent être la prochaine cible. Vous le savez, nos reportages du jour concernent le Ramadan. Ramadan, un mois qui rime avec dépenses. C'est l'avis de bon nombre de Sénégalais interrogés par nos reporters. Certains ménages voient leur popote aller du simple au double. Une situation pas facile pour ceux qui, hélas, n'ont pas beaucoup de moyens. Nafissatou Silla. Pendant le mois de Ramadan, nombreux sont les ménages sénégalais qui voient leurs dépenses doubler, des charges supplémentaires auxquelles on est obligé de faire face. Les dépenses ont augmenté du simple au double. Il faut beaucoup préparer pour la rupture. Par exemple, si ce n'était pas le Ramadan, je peux dépenser 100 000 francs CFA. Pendant le Ramadan, on dépense 150 000. C'est très dur pour mon mari. Chez cette famille, en temps normal, la popote ne dépasse pas les 10 000 francs. Et avec le Ramadan, on dépense sans compter. Nous sommes obligés de préparer plusieurs, mais souvent, nous n'avons pas envie de manger tout en même temps. Parfois, nous n'avons pas faim. Avec le Ramadan, je dépense 15 000 francs par jour. Les temps sont durs et les produits aussi sont chers. Pape Lamine Gueye explique que cette hausse est liée à la cherté de beaucoup de produits. Quand ma femme revient du marché, elle ne me rend plus de monnaie parce que tout est cher. Parfois, je rajoute même de l'argent. Une semaine après le Ramadan, les chefs de famille sont éprouvés. Durant le mois béni du Ramadan, on a tendance à bien vouloir manger à la rupture pour récupérer assez de force, ce qui nécessite plusieurs dépenses et c'est souvent très dur quand il s'agit de tirer le diable par la queue. Bienvenue dans la page des sports. La première journée des phases de poule de l'Euro 2016 s'est achevée hier. Les favoris, à l'image de l'Allemagne, de l'Espagne ou encore de la France, ont bien tenu leur rang. Et déception, la Belgique et le Portugal. Un récit signé Chertidiane Diao. Certainement la performance la plus aboutie de cette première journée des matchs de poule. L'Italie, vainqueur de la Belgique 2-0, a marqué les esprits en ce début de compétition. Amenée par son maître tacticien Antonio Conte, la Squadra Azzurra sera l'une des équipes à battre dans ces taureaux. La Belgique a déçu de son côté, malgré son statut de favori. Eden Hazard et compagnie devront hausser leur niveau de jeu pour espérer quelque chose. La Mannschaft, comme à son habitude, démarre doucement mais sûrement. La victoire 2-0 face à l'Ukraine montre que le champion du monde veut marcher sur les traces de l'Espagne et de la France en réussissant le doublé Coupe du Monde Euro. Les champions du monde espagnols, eux, ont réussi le minimum syndical face à la République tchèque, l'Espagne toujours fidèle à elle-même avec sa forte possession de balles. Le pays organisateur, malgré des débuts poussifs, veut monter en puissance. La victoire 2-1 face à la Roumanie a suscité quelques doutes, notamment les prestations de Pogba et Griezmann. Les deux stars des Bleus n'ont pas encore répondu présent. On n'oubliera pas la performance de la Croatie. Les coéquipiers de Luka Modric ont fait une forte impression. Le Portugal, de son côté, a démarré timidement avec un nul en but partout face à l'Islande.
Nous parlons de basket à présent. Préparation du tournoi pré-olympique. Les Lions du Sénégal sont à Tunis pour la deuxième phase de leurs préparatifs. Ils ont terminé l'étape de Dakar mardi au nombre de 13. C'était au stadium Marius Ndiaye. Malgré l'absence du meneur Clévin Nana, qui réglait des papiers administratifs, les Lions ont fait montre d'une assimilation des stratégies de leur nouveau sélectionneur. Un reportage signé Chersali Boudjara, Ibrahim Akan et Younous Diatta. Répétition de quelques fondamentaux, opposition 5 contre 5 et révision des systèmes au menu des 2 heures du dernier entraînement des Lions à Dakar. Un premier bilan d'étape satisfaisant pour le staff technique. On soit très joyeux en courant sur le terrain, en jouant. Pero necesito que todavía me entiendan mejor el tema de espacios. Mais il a besoin encore que les joueurs comprennent le thème des espaces sur le terrain. Su humildad y su actitud es extraordinaria. Mais l'humilité des joueurs et leur attitude est extraordinaire. Estoy encantado con el tipo de jugador que tengo. Il est enchanté avec le type de joueur qu'il a. Y espero trabajar para hacerle mejor. Et il espère travailler pour les améliorer personnellement. Même son de cloche chez les joueurs qui se réjouissent d'un stage bouclé sans tuile. On vient juste de finir notre saison, donc c'était un peu dur. On a eu à se reposer quelques semaines avant d'arriver ici. Et là, alhamdoulilah, tout se passe bien. Tout se passe bien. On a pu s'entraîner sans des blessures ni rien, avec des vétérans qui sont ici. Mais alhamdoulilah, ça va bien. Donc je pense que si on suit ces consignes, on a la chance de faire quelque chose de spécial. Donc Dieu merci qu'il est là, on prie Dieu qui nous accompagne dans cette aventure. La préparation des Lions se poursuit avec une étape qui démarre ce mercredi à Tunis. L'important pour lui, c'est que tous les concepts soient assimilés par les joueurs. Y que cada día trabajemos mejor. Et que chaque jour, on puisse travailler un peu mieux. Para mí es importante esta semana ver cómo han captado todas mis ideas. Pour lui, c'est important que cette semaine-là, il puisse voir comment les joueurs ont pris tous les concepts qu'on a mis en place. On va jouer 2 matchs contre la Tunisie, parce qu'on avait un 3e match contre le Venezuela, mais en principe, il est suspendu. Les Lions du basketball ont quitté Dakar mardi nuit pour la Tunisie. Ils y passeront une semaine avant de rejoindre l'Espagne. Bonne chance pour nos Lions. Voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'information qui continue sur votre site www.igfm.sn. Restez connectés avec nous tout de suite. L'invité du 20h, Mamadou Ibra Kane, reçoit Serine Baïcham, ministre de l'Éducation nationale. Mamadou, bonsoir.